Bonjour tout le monde. Alors bienvenue à ce web café qui sera sur le sujet de la réforme des retraites. Alors sujet très intéressant, moi qui m'intéresse énormément et on le voit bien dans l'actualité, il cristallise pas mal de questions et beaucoup de contestations. Alors le but de cette demi-heure, ça va être de comprendre surtout qu'est-ce que prévoit cette réforme et peut-être de se demander d'où viennent les contestations, sachant que sur le fond, on va le voir, hein, le projet, enfin la réforme est plutôt positive sur de nombreux points, et peut-être qu'elle ne va pas assez loin sur d'autres sujets. Alors, ce qui est plutôt important de voir aussi, pour bien comprendre la réforme, c'est surtout de bien comprendre le système actuel. Et je pense que c'est pareil, souvent c'est assez flou, on le verra, et j'espère que vous serez des pros de la retraite d'ici la fin de ce webinaire. On verra qu'on a beaucoup souvent de préjugés, d'a priori et de choses qu'on ne comprend pas sur la retraite. Là, le but, ça va être de comprendre en fait comment est calculée votre pension, comment vous validez des trimestres de manière très simple, hein, c'est pas si compliqué que ça, pour ensuite arriver sur les points 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire le cœur vraiment de la réforme et comprendre où est-ce qu'on va aller. Alors, pour commencer sur bien comprendre le système actuel de la retraite. Alors, déjà, comment est-ce qu'on fait pour savoir quel est le montant de la pension de retraite que je vais avoir? Alors, ce montant-là dépend de trois points, essentiellement de votre âge, à savoir est-ce que vous partez à l'âge légal ou est-ce que vous partez avant? Sachant que, quoi qu'il arrive, à partir de 67 ans, que vous n'ayez pas tous les trimestres, que vous n'ayez pas rempli tous vos droits, vous avez le droit de partir à l'âge de 67 ans à la retraite à taux plein, et là-dessus, la réforme ne revient pas sur ce point. C'était déjà le cas avant. Ensuite, on va voir la moyenne de vos 25 meilleures années de votre salaire. Avant, c'était sur les 10 meilleures années et bien sûr, le gouvernement, pour faire des baisses de coûts, a décidé de calculer ça sur les 25 meilleures années parce que forcément, votre salaire sera plus faible, la moyenne en tout cas, sur les 25 meilleures années que sur les 10 meilleures. Et ensuite, le dernier point, ça va être sur le nombre de trimestres. Là, j'ai mis à titre d'exemple, pour les personnes nées en 1957, il faut 166 trimestres. Mais globalement, si vous avez rempli le point 1, c'est-à-dire que vous avez l'âge de départ à la retraite, que vous avez l'ensemble de vos trimestres, il suffit de savoir quelle est la moyenne de vos 25 meilleures années pour comprendre quel sera le montant de votre pension. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ces justement 25 meilleures années? Alors, ce montant-là, il faudra prendre la moitié, c'est-à-dire 50% de ce montant. C'est ce que vous allez percevoir à la retraite dans la limite, c'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le plafond annuel de la sécurité sociale? En fait, l'administration a mis en place un plafond au-delà duquel vous cotisez plus pour vous que pour les autres. Vous devez sans doute le voir sur votre fiche de paye. Parfois, vous pouvez avoir un montant au niveau de la base de cotisation qui est bloqué à 3 666, qui est le plafond. Voilà, on estime qu'en dessous, vous cotisez pour tout le monde. Au-dessus, si vous avez un gros salaire, vous cotisez plus pour vous, voilà, pour une question d'équilibre. Et donc, il est normal que pour le régime de base, si vous cotisez qu'à hauteur de 3 666, votre pension de retraite est aussi basée sur 3 666. Et donc, 50% de 3 666, ça fait 1 833. Ce qui signifie que si pendant 25 ans, vous aviez au moins 3 666 € par mois, vous allez avoir le maximum en retraite de base, c'est-à-dire 1 833 € en 2023. À ce montant de base va se rajouter tout ce qui est régime surcomplémentaire, ou comme on pouvait l'appeler plutôt avant, retraite cadre, etc. Donc avec les points Agirc-Arrco. Mais donc, je vais encore prendre un exemple. Vous avez 4 000 € par mois, on prend 50% dans la limite du PASS. Donc ça fait toujours que 1 833. Si vous avez 3 000 € par mois, là vous êtes bien sous le PASS, donc on prendra la moitié, ce qui donne 1 500 € à la retraite. Donc voilà, on prend 50% de ce montant dans la limite du PASS. Donc voilà, ça c'est le montant que vous aurez à la retraite. Ensuite, la question qu'on se pose souvent, c'est combien de trimestres je peux cotiser et valider par mois et par an? Alors, un trimestre validé et cotisé n'est pas forcément la même chose parce que, comme le dit cotisé, c'est un trimestre pour lequel vous avez travaillé.
et qui est également validé, alors que vous pouvez avoir des trimestres, comme par exemple lorsque vous avez des enfants, lorsque vous avez été au chômage, qui ne sont pas des trimestres cotisés. On verra un peu la nuance plus tard, ça ne vous donne pas les mêmes droits. Mais en tout cas, combien de trimestres je peux valider par mois? C'est une question assez étrange. Je me dis, mais attendez, comment ça? Généralement, on cotise, en tout cas, on valide un trimestre par trimestre, donc 4 par an. Mais la règle, en fait, c'est pas exactement ça, puisque vous pouvez valider jusqu'à 2 trimestres par mois et maximum 4 par an. Alors, comment se fait ce calcul? Là aussi, c'est encore une fois plutôt simple. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un trimestre, c'est égal à 150 fois le SMIC horaire. C'est-à-dire que du moment que vous gagnez 150 fois le SMIC par heure, vous avez validé un trimestre. Si on fait le rapport par rapport à un salarié à temps plein, 35 heures semaine, vous savez qu'il fait 151 heures 67 par mois. Eh bien, si votre salarié gagne le SMIC, ce qui est le cas en France, minimum, et qu'il est à temps complet, eh bien, il valide déjà un trimestre par mois. Et donc, il aura ses 4 trimestres en 4 mois. Il y a encore une fois ici une notion de plafond de la sécurité sociale, puisque si vous avez plus que 150 fois le SMIC horaire, ben vous allez pouvoir valider 2 trimestres. Et c'est comme ça que ça se passe, parce que si on reprend les 150 fois le SMIC, vous le voyez dans la phrase en orange, en 2023, c'est 1 690 euros. Ben, si vous faites ce montant fois 2, on arrive à 3 400 euros. Donc, on est sous le plafond de 3 666, et ce qui vous permet de valider et cotiser finalement 2 trimestres. Pas 3, parce que 3 400, c'est OK moins que 3 666, mais 3 666 étant le plafond, même si vous gagnez au-delà, ben, vous ne pourrez pas valider 3 trimestres. Et donc, on est encore actuellement dans une limite de 2 trimestres par mois. C'est-à-dire que si en janvier et en février, sur chacun des 2 mois, vous avez gagné au moins 3 666 euros, ou au moins 3 400 euros plutôt, eh ben, vous avez déjà validé vos 4 trimestres dès le mois de janvier et de février. Et tout le reste de l'année, vous ne validez plus de trimestres. C'est pour ça que généralement, quand on travaille, c'est plutôt assez simple d'avoir ces trimestres. C'est souvent plutôt l'âge qui fait défaut plutôt que les trimestres. On nous pose souvent la question aussi, ah ben moi j'ai une salariée à temps partiel, je souhaiterais savoir comment faire pour qu'elle ait le maximum de ses droits à la retraite. Alors c'est toujours une question un peu spéciale, parce qu'en fait il y a deux moyens de répondre, c'est-à-dire euh, déjà comme le montant de la retraite est lié à votre salaire, ben, plus cette personne gagnera, plus le montant de sa pension de retraite sera élevé. Là où on peut éventuellement impacter, jouer, c'est que si c'est une personne à temps partiel, ben, il faudrait qu'elle travaille au moins 150 heures au SMIC fois 4, c'est-à-dire 600 heures dans l'année au SMIC pour avoir ces 4 trimestres et être sûr d'arriver à l'âge légal avec la totalité, par exemple, de ces 166 trimestres. Voilà globalement, donc 2 trimestres par mois, 4 trimestres par an maximum. Ensuite, de manière un peu divers, vous pouvez également noter qu'on valide un trimestre par 50 jours de chômage. Donc, si vous êtes 49 jours au chômage, vous ne validez rien du tout. Si vous êtes 50 jours au chômage, vous validez un trimestre. Et c'est ce qu'on va appeler effectivement un trimestre non cotisé. Là où l'impact sera le plus grand sera notamment sur les systèmes de carrière longue, qu'on va voir aussi un tout petit peu plus tard. Parce que pour les carrières longues, il faut que vous validiez 5 trimestres avant un certain âge. Et dans ces 5 trimestres, vous ne pouvez pas compter des trimestres qui n'auraient pas été cotisés. Donc un trimestre de chômage ne compterait pas dans ces trimestres-là. Donc si vous avez 4 bons trimestres cotisés, travaillés et un trimestre de chômage, malheureusement, vous ne bénéficiez pas de la carrière longue. Ensuite, trimestre cotisé et assimilé n'auront pas les mêmes droits, donc c'est ce que j'ai dit notamment par rapport à la carrière longue. Je peux racheter des trimestres pour compléter mes droits. Et oui, vous pouvez racheter des trimestres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous tardez à racheter des trimestres, et plus ils vont coûter cher. Alors, quel est l'intérêt d'acheter des trimestres? Ben justement, vous êtes à l'âge de départ à la retraite, mais il vous manque 4 trimestres. Donc, ça peut effectivement être intéressant de se dire, ah ben, je pourrais partir à la retraite, mais je n'ai pas envie d'avoir une décote, donc je vais racheter 4 trimestres. On peut prendre un exemple assez simple. Admettons que les 4 trimestres vous coûtent 10 000 euros. Vous dites, ah ben, moi, 10 000 euros, ça fait cher. Oui, mais si vous partez une année plus tôt, pour avoir ces 4 trimestres-là, pour les avoir hein, et ne pas les avoir, donc vous dites, je verse 10 000, mais je pars un an plus tôt.
Bah, si vous partez un an plus tôt et que vous êtes par exemple au plafond des 1833 euros par mois, bah, sur 12 mois, ça vous fait gagner globalement 20 000 euros. Donc, OK, j'en donne 10, mais j'en gagne 20 et je ne travaille plus. Ça, c'est plutôt si vous êtes persuadé de ne pas avoir de problème d'argent et que vous, ce qui compte, c'est simplement partir à la retraite. Parce que si vous avez un problème d'argent, c'est-à-dire vous ne pensez pas pouvoir tenir à la retraite avec votre pension, effectivement, vous dites, ben, je donne 10 000, je gagne 20 000, je gagne globalement que 10 000 dans l'année, ça ne me suffira pas. Mais si l'argent, ce n'est pas ce qui vous compte, en tout cas ce qui vous importe sur cette problématique, ça peut être un calcul de se dire, ben, moi, je vais racheter des trimestres. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez plusieurs sites internet qui vous permettent d'avoir un relevé de carrière. Vous avez par exemple Mon compte retraite. C'est vraiment très simple. Vous pouvez vous connecter avec vos accès impôts.gouv, etc., France Connect, et vous avez votre relevé de carrière. Et donc, vous allez avoir tous vos employeurs depuis le début de votre activité et le nombre de trimestres validés par année. Et donc, à un moment, vous pouvez voir, ah ben tiens, là, j'ai validé que 3 trimestres, je peux faire une simulation de rachat. Sur la même page, on vous permet de faire une simulation de rachat de ce trimestre-là. Et donc, vous pourriez potentiellement racheter des trimestres. Ensuite, un autre un peu préjugé qu'on peut avoir, c'est de se dire, ah ben, de toute façon, quoi qu'il arrive à la retraite, on va avoir une pension minimum. Ce n'est pas totalement vrai. En fait, vous avez ce qui s'appelle un minimum contributif de 684 euros. C'est-à-dire que vous avez par exemple 67 ans, donc le plafond qu'on a vu avant, mais vous n'avez pas les trimestres. Et ben, l'administration dit, ben, dans ce cas-là, vous avez quand même droit à une pension de retraite, le minimum contributif, et il y a un calcul qui va s'opérer pour voir quel est le montant qui vous sera accordé par mois. Vous avez l'exemple du calcul dans le slide qui apparaît à l'écran. Ben, vous prenez le minimum contributif. Admettons que vous n'avez que 100 trimestres sur les 166 nécessaires. Vous faites le calcul qui s'affiche sur l'écran et vous arrivez à une proratisation à 412 euros par mois. Il est prévu que le minimum contributif passe à 1 200 euros. Donc, on voit qu'encore une fois que la loi, la réforme, va quand même beaucoup plus loin avec des avantages qui sont quand même conséquents. Doubler le minimum contributif, ce qui potentiellement vous double le montant de 412 euros dans l'exemple qu'on a pris là. Alors, voilà pour le global. On va rentrer tout doucement dans la réforme. Alors, sur le slide qui apparaît à l'écran, ce qui apparaît en orange, ce sont des nouveautés qui n'existaient pas avant sur la carrière longue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la carrière longue, c'est plutôt simple. Encore une fois, il faut avoir validé 5 trimestres et cotisé ces 5 trimestres avant un certain âge. Et selon l'âge avant lequel vous les avez validés, eh ben, vous avez le droit de partir plus ou moins tôt à la retraite. Si vous avez cotisé et donc travaillé 5 trimestres avant 16 ans, vous pouvez partir avec la nouvelle loi 6 ans plus tôt à la retraite. Avant, c'était 4. Donc, si on reprend, âge de départ légal, c'était 62 ans, moins 4, c'était 58. Donc ici, avec cette nouvelle loi, ça ne change rien pour ces personnes-là, puisque la diminution de 4 ans est passée à 6, et donc ces personnes-là partiront tout de même à 58 ans, malgré la réforme. Un nouveau palier a été rajouté à 18 ans. Et donc, si ce n'est pas totalement avant 18 ans, c'est-à-dire que si vous avez validé vos 5 trimestres jusqu'à la fin de l'année de votre 18e année, vous êtes né le 20 octobre, vous avez jusqu'au 31 décembre pour valider 5 trimestres. C'est valable pour tous les paliers. Et donc, si vous avez validé 5 trimestres avant la fin de votre 18e année, vous partez 4 ans plus tôt à la retraite. Avant 20 ans, vous partez 2 ans plus tôt à la retraite. Par exemple, moi, personnellement, j'ai consulté mon relevé de carrière. J'ai vu que j'avais validé 5 trimestres avant mes 20 ans, avant la fin de ma 20e année en tout cas. Et donc, je peux partir, moi, à 62 ans actuellement, si on devait partir maintenant, sachant qu'on poussera sans doute encore d'ici là. Mais en tout cas, voilà pour le processus. Et le gouvernement a rajouté un nouveau palier à 21 ans. Effectivement, on s'est rendu compte dans les statistiques que plus le temps passait, moins les gens commençaient à travailler tôt et plus les carrières longues étaient, on va dire, moins utilisées puisqu'il y avait moins de personnes qui rentraient dans les critères. Donc le gouvernement, pour rapatrier du monde dans cette catégorie, a rajouté une année en se disant on va remettre encore plus de monde qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Donc c'est encore un point positif que de dire on va encore intégrer plus de personnes dans cette carrière longue. Donc là, encore une fois, on peut difficilement comprendre comment on peut
ou en tout cas comment on aurait pu faire autrement. Là où je pense qu'il peut y avoir un souci, on va le voir plus tard, hein, c'est plutôt, OK, on travaille plus longtemps, mais comment est-ce qu'on fait pour travailler plus longtemps, selon certains métiers qui sont plus ou moins difficiles, et je pense que c'est plutôt là où va se cristalliser pardon, le plus important des contestations. Alors, pour entrer dans le vif de la réforme, donc comme on l'a vu, le point le plus important et le point entre guillemets, «négatif», hein, sinon il n'y a que des points positifs, c'est plutôt, ben, qu'on a décalé l'âge de départ à la retraite. Et là encore, ce qui est important de comprendre, c'est que même ici, il y a une nuance à bien saisir, c'est que, l'âge de départ ne se fait pas d'un coup. On va rajouter un trimestre par année, voire même pas totalement par année, jusqu'à arriver à un âge de départ à 64 ans. Et donc, si vous reprenez le tableau, un tableau réduit, hein, qui est sur le slide là, eh ben, on arrive à la conclusion qu'à ce rythme-là, la première génération qui partira effectivement à 64 ans à la retraite est celle de 1968, c'est-à-dire en 2032, c'est-à-dire seulement dans 10 ans. Ça veut dire que cette réforme de départ à l'âge de 64 ans ne s'appliquera finalement, dans le fond, hein, pour 64 ans, que dans 10 ans. Donc c'est vraiment tard. Et même là, on se rend compte dans les statistiques que même dans 10 ans, la France, on sera encore le pays développé à partir le plus tard, le plus tôt pardon, à la retraite, et le pays où on le reste le plus longtemps à la retraite. Parce qu'effectivement, quand on part le plus tôt, proportionnellement, au niveau de l'âge de la durée de vie, ben, on reste le plus longtemps. Donc dans 10 ans, on sera encore le pays où on part le plus tôt et on y reste le plus longtemps. Donc on voit que la réforme, en tout cas sur ce qui était prévu à l'époque, il y a 2-3 ans, hein, on est descendu d'un cran, notamment je pense par rapport aux contestations, et donc on voit que finalement ça ne s'appliquera que dans 10 ans. Voilà. Sachant également, juste pour préciser encore sur ce point, c'est que effectivement, on va travailler, il faudra attendre 2032, mais qu'il faut bien effectivement financer finalement le système de retraite. Parce que, faut pas oublier que le système de retraite a été mis en place à une époque où, la démographie était plus importante. Les familles à l'époque faisaient 3, 4, 5, 6 enfants et que, ce n'est plus le cas. Et donc le système qui était prévu, hein, c'est ce qu'on appelle un peu, je ne sais pas si vous voyez la pyramide de Ponzi. Euh, c'est un peu l'affaire Madoff, où on dit, ben, on fait rentrer une personne et 2 personnes en dessous cotisent. Et donc le système fonctionne tant que vous avez plus de personnes en dessous de vous qui apportent de l'argent. Et c'est ce qui était prévu dans le régime de base, sauf qu'on n'avait pas forcément anticipé que la démographie allait baisser, voire éventuellement se stabiliser. Et donc si vous n'avez plus assez de personnes qui viennent financer ben, les personnes qui sont déjà dans le système, on arrive un peu à un problème. Et donc, notamment, on peut régler ce problème, ben, soit on cotise d'une autre manière, c'est-à-dire avec d'autres prélèvements qui viendraient financer la retraite, soit effectivement on diminue les pensions ou on décale l'âge de départ à la retraite. Sinon, effectivement, le système comme il a été prévu est voué à ne pas fonctionner vu l'état démographique actuel de la France et d'ailleurs de tous les pays développés. On voit même d'ailleurs, petite parenthèse, que même la Chine a pour la première fois une baisse de sa population. Au niveau de la retraite progressive, alors là, on va effectivement voir un peu plus les nouveautés. Retraite progressive, pour rappel, la retraite progressive, c'est poursuivre une activité à temps partiel ou à temps réduit, tout en bénéficiant d'une fraction de sa pension de retraite. Donc, on n'a pas encore l'âge de départ, mais 2 ans maximum avant, de partir à la retraite, on peut demander, si on a 150 trimestres au moins, de prendre une retraite progressive et donc de travailler et de percevoir sa retraite en même temps. Là où on peut se dire que le gouvernement n'est peut-être pas allé assez loin, c'est justement parce que, c'est bloqué à 2 ans. On aurait pu se dire que pour certains métiers difficiles, on aurait peut-être pu prévoir, une retraite progressive déjà, 2 ans, encore avant, peut-être 4 ans avant le départ, à la retraite et pas 2 ans. Surtout que parfois on se réveille un peu au dernier moment et finalement le temps que tout se mette en place, on bénéficie de la retraite progressive 1 an ou 1 an et demi, avant le départ à la retraite. Donc peut-être que sur ce point, on aurait pu aller plus loin, contrairement aux autres éléments. Alors sur les nouveautés, qui sont apportées par cette nouvelle loi sur toujours la retraite progressive, il y a un élargissement aux professions libérales. L'âge d'ouverture,
du droit est ajusté à 62 ans, donc là, ça ne change rien parce qu'avant, c'était 62 moins 2, 60. Là, on part à 64 ans, donc c'est 62 ans. On ne pouvait le faire que dans la limite de 24 heures. Maintenant, on pourra même travailler en dessous de 24 heures. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Autre point positif, c'est que quand on avait ce système-là, on l'utilisait, on avait une limitation des droits aux IJSS, ce qui est un peu absurde, enfin, selon moi, à 60 jours. Et désormais, le plafond-là va sauter, il n'y aura plus de limitation de droits aux IJSS lorsqu'on est sur une retraite progressive. Ensuite, là où se durcit aussi la règle, c'est que l'employeur devra justifier de manière beaucoup plus pointue le refus de la retraite progressive lorsque le salarié lui demandera. Il faudra vraiment justifier que économiquement ce n'est pas possible, alors qu'avant le refus était beaucoup plus souple. Donc voilà où la loi vient également un peu assouplir les choses. Ensuite, pour le cumul emploi-retraite. Alors ici, comme le nom l'indique, vous avez la possibilité de cumuler et retraite et emploi. Alors, là aussi, souvent, on ne sait pas trop. Ah ben, j'ai entendu que si j'étais en cumul emploi-retraite, il y avait un plafond à pas dépasser, que je ne pouvais pas reprendre tout de suite chez le même employeur. Je vais vous expliquer, c'est simple. Alors, vous avez deux systèmes. Un système de cumul libre, c'est-à-dire que vous respectez toutes les règles pour bénéficier du cumul emploi-retraite. Et dans ce cas-là, vous pouvez travailler tout de suite chez le même employeur sans limitation de rémunération. Alors que si vous partez sans, par exemple, avoir l'âge de départ à la retraite, vous ne partez pas à taux plein, ou vous n'avez pas liquidé l'ensemble de vos régimes de retraite, dans ce cas-là, on appelle ça un cumul plafonné. Vous ne pouvez pas reprendre chez le même employeur avant 6 mois et vous ne pouvez pas percevoir une rémunération au-dessus d'un certain plafond, sinon votre retraite est sucrée. Voilà. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous remplissez les droits, vous avez l'âge, tout est OK, tout est vert, vous pouvez reprendre chez le même employeur sans limitation de rémunération. La réforme apporte une petite nouveauté, c'est-à-dire que dans le système plafonné, le gouvernement, par décret, va permettre que dans certaines professions tendues, par exemple dans les hôpitaux, on va dire, eh ben, vous êtes infirmière, vous êtes dans un système plafonné parce que vous n'avez pas tous les droits, mais comme on a besoin de vous, on supprime les règles de plafonnement, vous pouvez reprendre directement chez le même employeur et sans plafond de rémunération. Voilà, donc pour assouplir un peu les conditions, voilà ce que le nouveau texte a prévu. Toujours sur le cumul emploi-retraite, libre là uniquement. Alors, ce qui n'était pas le cas avant et qui était aussi un peu étrange, c'est que ben, vous continuez à travailler, mais vous ne cumulez pas de nouveaux droits. Alors que maintenant, la nouvelle loi prévoit que si vous êtes en cumul emploi-retraite libre, que vous avez rempli tous vos droits, que tous les feux étaient ouverts, et ben, vous cumulez de nouveaux droits à la retraite. Et le gouvernement prévoit que vous allez pouvoir demander une seconde liquidation de retraite, mais seulement une seconde, pas une troisième. Donc il faudra bien faire attention de quand est-ce que vous demanderez le recalcul de votre pension de retraite pour bénéficier d'une valorisation qui sera valable qu'une fois, et pas une troisième, en tout cas pour le moment. Ce qu'il faut également retenir, c'est que pour le cumul emploi-retraite libre, il ne sera possible de le faire que chez le même employeur que 6 mois après. Là où vient un peu la confusion, c'est que comme on l'a vu avant, on mélange une règle de cumul euh, avec cette règle de 6 mois qui vaut uniquement pour cumuler de nouveaux droits. C'est-à-dire, en fait, le gouvernement a voulu éviter qu'une personne qui aurait l'âge de départ à la retraite se dise « Ah ben, moi, je pars à la retraite, je continue à bosser chez le même employeur et je cumule de nouveaux droits en plus de ma pension. » Le gouvernement a mis cette limitation de 6 mois chez le même employeur pour dire si vous partez et que vous voulez retravailler tout de suite en cumulant de nouveaux droits, c'est pour servir le marché du travail et donc vous quittez votre entreprise pour aller dans une autre entreprise. Donc, il faut bien faire attention à ce point-là. Le cumul emploi-retraite libre, vous n'allez pas cumuler de nouveaux points, de nouveaux droits si vous le faites chez le même employeur avant 6 mois. Voilà, donc ça c'est important à ne pas confondre avec les 6 mois d'avant qu'on a vu pour le régime plafonné, déplafonné. Ensuite, pour les nouvelles possibilités également qui ont été prévues dans le texte, c'est-à-dire il y a un compte professionnel de prévention.
vous allez pouvoir acquérir des points qui seront précisés par décret selon votre métier et l'exposition à certains risques. Ces points-là vont vous servir à financer une formation, à réduire votre durée de travail, à vous reconvertir. Voilà, on a eu un exemple qui a été cité par le gouvernement, c'est que par exemple, vous avez eu un métier de nuit, vous avez cumulé par exemple 10 points. Vous allez pouvoir prendre ces 10 points pour dire, bah, ces 10 points me permettent de travailler 3 mois à temps partiel. Et donc, pendant 3 mois, vous allez pouvoir être à temps partiel. Donc, on peut se dire très bien, bah, arrivé à un certain âge, bah, tous les ans, je vais utiliser 10 points, je vais faire 3 mois à temps partiel. Voilà pourquoi a été créé ce compte professionnel de prévention. Et là aussi, on peut se dire qu'on aurait peut-être pu aller plus loin dans ce type de mesure, parce que, OK, on travaille plus longtemps, mais comment on fait? Là, c'est effectivement une des réponses. Là, vous en avez une seconde avec la création d'un fonds d'investissement. Grosso modo, c'est un fonds qui sera destiné à certaines branches d'activité pour éventuellement que des professionnels passent dans certains secteurs d'activité pour faire de la sensibilisation. Par exemple, vous allez aller dans des carrosseries et puis ils vont dire attention, votre métier, vous l'exercez déjà depuis 20 ans, vous allez encore l'exercer pendant 20 ans. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de suivre une formation pour passer réceptionnaire et passer plus derrière un bureau que derrière une carrosserie? Voilà. Donc là, encore une fois, on aurait peut-être pu aller plus loin parce que c'est les deux seules mesures qu'on peut retenir finalement pour avec le cumul emploi-retraite pour comment travailler plus longtemps. Enfin, la dernière chose qui va changer et qui est assez conséquente, c'est que le gouvernement a décidé d'aligner les contributions patronales pour les différents modes de rupture. Vous avez l'indemnité de mise à la retraite, c'est celle que vous voyez sur le slide ici. Vous avez l'indemnité de rupture conventionnelle lorsque le salarié est en droit de partir à la retraite. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites une rupture conventionnelle avec un salarié, s'il a l'âge de partir à la retraite ou s'il ne l'a pas, votre coût patronal à vous et la CSG, CRDS et les cotisations du salarié ne sont pas les mêmes. Et donc, le gouvernement s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de ruptures conventionnelles de salariés juste avant qu'ils aient l'âge de départ à la retraite, c'est-à-dire vers 57 ans. Vous aviez, et il y a actuellement un accroissement des ruptures conventionnelles, et donc de personnes au chômage qui se disent, hein, selon les statistiques, ah ben, je suis à 3 ans de partir à la retraite, je fais une rupture conventionnelle, je reste 3 ans au chômage, et ensuite je prends la retraite. Le gouvernement, pour éviter ça, a décidé d'aligner. Vous avez la fraction, c'est en bas à droite, hein, 30% sur la fraction exonérée de cotisation. Et ces 30%-là, vous allez les retrouver à partir du 1er septembre sur tous les modes de rupture. Donc, tous les modes de rupture vont être alignés pour que l'employeur n'ait finalement et le salarié pas d'intérêt finalement à faire une rupture conventionnelle plutôt que de partir à la retraite. Alors, vous avez dû entendre dans les informations beaucoup de personnes qui disaient « Ah, mais on va avoir une recrudescence des ruptures conventionnelles d'ici septembre, justement parce que ça coûte moins cher. » Effectivement, ça peut être le cas. Par exemple, si vous prenez le slide qui s'affiche à l'écran, vous voyez que si le salarié n'est pas en droit de partir à la retraite, vous avez une contribution à hauteur de 20% forfait social qui passera à 10%. Donc là, l'écart n'est que de 10 points, mais il est tout de même de 10 points. Alors que si le salarié est en droit de partir à la retraite, donc le slide que je vous fais apparaître là, il n'y a aucune contribution patronale et elle passera à 30% à partir de septembre. Donc là, on peut voir qu'il y a un vrai intérêt, encore une fois, à éventuellement faire des ruptures conventionnelles avant septembre. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est un alignement des 3 modes d'indemnisation des ruptures qui vont s'aligner et donc il y aura beaucoup moins d'intérêt finalement de faire un système plutôt que l'autre. Voilà. Alors on a été un peu plus long, le temps de questions-réponses sera un peu plus réduit. Alors merci Maxime, merci de cette intervention. J'ai ouvert le micro pour tout le monde si jamais il y en a quelques-uns qui veulent justement poser des questions rapidement. Voilà, donc n'hésitez pas. Et déjà, je remercie Maxime pour son enthousiasme à expliquer ça depuis 13h30. C'est parfaitement clair et c'est notre spécialiste dans le domaine en la matière. Donc voilà, si vous avez encore des questions, il n'est pas tout à fait 14h, vous pouvez encore nous en poser. Est-ce que vous avez envie de réagir? N'hésitez pas à poser soit la question via le chat, mais j'ai ouvert le micro. Vous pouvez aussi parler oralement si vous voulez.
En sachant que quand vous aurez le support, effectivement, vous allez pouvoir vous reposer un peu plus sur certains slides et si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Alors bien entendu, ce qu'il y a aussi à dire, c'est que la vidéo, enfin le webcafé est enregistré, hein, et la vidéo sera publiée sur le site du cabinet Sécal et aussi sur la chaîne YouTube du cabinet. En principe, dès demain, vous pourrez voir ça à tête reposée en replay. Donc, j'essaie de voir si vous avez des questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. Sandra, merci. Elle nous a mis le questionnaire de satisfaction. Donc, pour ceux qui n'ont pas de questions et qui veulent reprendre leurs activités, on vous remercie de répondre au questionnaire rapidement. Ça ne prend pas longtemps pour voir si vous étiez satisfait, si vous avez des suggestions. En attendant, le prochain webcafé aura lieu le 14 juin prochain. Ce sera le dernier. Voilà, donc je laisse le dernier mot à Maxime. Avant septembre. Voilà. Le dernier webcafé de la saison, c'est-à-dire de la saison jusqu'à juin, et ça repartira bien entendu avec la même équipe, bon pied, bon oeil, en septembre prochain. Je te laisse les derniers mots, Maxime. Merci en tout cas encore. Je t'en prie. Voilà, écoutez, comme j'ai déjà dit avant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment synthétisé dans les slides, hein, donc vous allez pouvoir les revoir, mais c'est plutôt assez simple, hein. Et puis, ça vous permettra éventuellement d'y réfléchir et de voir un peu comment vous pouvez faire, vous, dans votre entreprise, pour accompagner vos salariés vers la retraite. Est-ce que je mets des cumuls emploi ou pas? Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis au mois prochain. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.